Et à la télévision Futur Média avec nous ce soir le professeur Daouda Ndiaye. Bonsoir professeur. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation, directeur général du Centre international de recherche de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire. Avec vous pour revenir sur la journée scientifique organisée en collaboration avec le département de la santé publique de l'université de Harvard et de l'université de Californie. Avant d'en venir aux résolutions, professeur, petit exercice de définition. De quoi parle-t-on quand on évoque la génomique? Merci beaucoup Chérif. Merci de l'invitation. Vous permettez également de saluer vos téléspectateurs. Quand on parle de génomique, comme son nom l'indique, le mot gène. Oui. Gène communément, en tout cas connu par le commun des Sénégalais et en tout cas des humains, par l'ADN. Donc quand on parle de génomique, c'est tout ce qui a rapport avec la génétique. Oui. Les gènes, l'ADN, qui sont en réalité le socle pour toute vie par rapport à son développement, par rapport à son apparition, par rapport à sa transmissibilité, par rapport à tout ce qui concerne la biologie liée à, en tout cas, du vivant, même parfois, même au-delà du vivant, de tout ce qui est aujourd'hui dispose d'un ADN ou d'un gène qu'on peut caractériser. Maintenant, on le comprend chez nous par rapport d'abord pour le vivant, que nous sommes l'homme déjà, parce qu'aujourd'hui, cette science génomique est assez transversale. Ça touche aussi bien à tout ce qui est secteur humain, les animaux. Quand on parle des animaux, nous, ce qui nous intéresse d'abord par rapport à ça, c'est les géants responsables de maladies, tout à fait. qui sont en premier pour nous, aujourd'hui, qui sont responsables de principales pandémies, en tout cas en Afrique, au sud du Sahara, responsables du palud, donc les parasites, les plasmodiums. On a également les virus. L'histoire de Covid-19 est récente, l'histoire d'Ebola également. On connaît également les bactéries, les champignons, entre autres, donc vraiment des vivants qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir aller voir les codes génétiques. C'est pourquoi très souvent également on va aller vers les codes génétiques qui nous permettent, sans risque de nous tromper, de toucher en tout cas l'élément fondamental. Donc la génomique aujourd'hui c'est une science, je ne dirais pas une science nouvelle, mais qui utilise des outils innovants, technologiques, performants, qui permettent aujourd'hui d'aller au-delà de nos espérances, que ce soit sur le plan de la transmissibilité des maladies, sur le plan de stratégie. Parce que quand je parle de stratégie aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'objet en tout cas de non seulement de ce symposium que nous avons eu avec des recommandations, mais également aujourd'hui on ne peut pas parler de génomique sans ne pas parler de médicaments. On ne peut pas parler de génomique ou on ne peut pas parler de vaccins sans parler de génomique. On ne peut pas parler de traitement, de diagnostic sans parler. Au-delà même, l'avantage que nous avons, aujourd'hui je l'ai dit, au-delà des outils d'intervention, ça nous permet aujourd'hui d'avoir des indicateurs. Parce que très souvent, la plupart en tout cas dans le système de santé, nous avions des indicateurs. Des indicateurs de routine qui nous permettent de voir est-ce que la maladie évolue, est-ce que nous sommes en situation de contrôle, est-ce que les médicaments que nous avons sont bons. Parfois, ça permet de dire exactement ce qu'il en est par rapport à la transmissibilité. Et pour m'arrêter à ce niveau déjà par rapport à ça, aujourd'hui on parle de OGM, organismes génétiquement modifiés. Ça c'est par rapport à la génétique, la génomique. Ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, les enquêteurs qui me suivent au niveau de la police savent aujourd'hui qu'il y a beaucoup, en tout cas, de meurtres non élucidés pendant des années, ou même parfois des cas de viol. Cold case. Parfois des problèmes de parenté. En tout cas, quelqu'un qui refuse un bébé, etc. Aujourd'hui, avec la génétique, avec la génomique, on peut exactement toucher et vous dire, sans risque de nous tromper, quel est l'agent, quelle est la personne, ou bien quel est l'élément sur lequel on peut intervenir. Donc, en somme, c'est tout ce qui concerne l'individualité biochimique. Et biologique. Parce que c'est vrai que la biochimie, c'est la base de tout. Mais c'est beaucoup plus biologique parce qu'au-delà de la biochimie utilise des éléments qui nous permettent, en tout cas, d'avoir au niveau de l'organisme, des éléments non seulement de croissance, mais également de mesure. Donc aujourd'hui, la génomique touche pratiquement tous les secteurs et tout par rapport à l'homme. Je parlais tantôt, en tout cas, de tout ce que nous utilisons aujourd'hui par rapport à ça. Si vous vous rappelez un peu récemment, quand la Covid-19 était là, pourquoi aujourd'hui, en tout cas depuis lors, on a pu traquer
tracer, et contenir la pandémie, c'est parce que heureusement, les gens sont allés rechercher un outil qui est la RPSR ou RT-PCR. Tout ça ça repose en tout cas sur des éléments génétiques, sur des séquences qui ont été identifiées, spécifiques. Parce que l'avantage de ça également, c'est pourquoi je parle de code génétique ou de l'ADN, c'est spécifique à l'individu, au sens macro du terme, qui permettent aujourd'hui de pouvoir dire est-ce que le virus ou bien le parasite que nous avons au Sénégal provient de la Chine. Ou provient ailleurs, etc. Est-ce que chez moi, le virus que nous avons, est-ce que le parasite que j'ai est quelqu'un d'autre ou bien une bactérie, est-ce qu'il a été transmis par une personne X ou Y? Ce sont des tests génétiques basés sur les sciences génomiques qui permettent de dire exactement qu'est-ce qu'il en est. Et l'avantage aujourd'hui que nous avons par rapport à ça, il y a eu beaucoup d'avancées technologiques. Justement, on va en parler, c'était important dès le début de camper le décor et d'apporter cette définition concernant ce terme scientifique, la génomique qui est donc un élément capital pour disposer d'une bonne surveillance sanitaire et pour développer un plan de riposte. Le thème de cette journée scientifique, professeur, a porté sur l'utilisation des outils génomiques et bioinformatiques dans la surveillance sanitaire. Ma question c'est, sommes-nous assez outillés ici au Sénégal? Oui, c'est là l'occasion également de féliciter tous mes collègues qui travaillent depuis plusieurs années dans le cadre de la recherche avec des maigres moyens, des moyens limités. Au-delà même du Sénégal, je parlais même de l'Afrique. Maigres moyens comparé à ce qui se passe ailleurs. Comparé aux États-Unis, comparé en Europe, en Asie, les moyens sont maigres. Mais quand même, aujourd'hui, certains chercheurs, en tout cas parmi ceux-là, nous avons pu faire en sorte que ces technologies qui font la fierté des pays développés aujourd'hui sont existantes au niveau de notre pays. On s'est battu de par nos connaissances, de par nos tuyaux, pour faire en sorte aujourd'hui, par une influence au niveau international, de faire en sorte aujourd'hui que ces plateformes aujourd'hui qui existaient, en tout cas qui faisaient que nous dépendions essentiellement dans le cadre du contrôle de la plupart de ces pandémies, essentiellement de l'Occident. Aujourd'hui, nous avons ça chez nous. Non seulement nous avons ça, mais nous avons les outils de pointe. D'ailleurs, l'objectif de la rencontre était qu'il y avait une technique récente qu'on appelle le Mad-Hatter, qui nous permet d'aller beaucoup plus vite et de cerner ce que nous cherchons sur le plan génétique de façon beaucoup plus large. Ça, c'est dans le domaine des avancées récentes. Récentes technologies. Le Mad-Hatter, aujourd'hui, l'avantage que nous avons avec fierté, le Sénégal fera partie des premiers pays qui vont le mettre en œuvre en matière de tests. Et la mise en œuvre. Et c'est également de faire en sorte que nos pays africains en bénéficient. J'ai récemment tout de suite commencé les pourparlers et les négociations avec les institutions américaines, mais également j'avais entamé ça rapidement avec l'Organisation mondiale de la santé pour que cet outil que nous venons de mettre en place, qui est un outil récent génomique, parce que la plupart des outils que nous avions ont fini d'être implémentés un peu partout. Un peu partout par rapport à des zones géographiques, parce que le Sénégal, encore une fois, au-delà d'avoir un noyau dur d'experts, en tout cas reconnus au plan mondial, a pu faire en sorte aujourd'hui que sur le plan technologique, nous avons les outils. Donc aujourd'hui, le Sénégal a les outils, non seulement pour ce pays. Nous avons les outils, mais il faut beaucoup plus de moyens. Beaucoup plus de moyens. C'est là où j'allais en venir. Non seulement nous avons les outils, mais également nous avons les ressources humaines. L'expertise, parce que les outils seuls ne peuvent pas régler les problèmes de la génétique. Bien sûr. C'est des formations nécessitant très souvent 10 ans ou 15 ans de formation. L'expertise, d'autant plus que la plupart des études qui ont été d'ailleurs présentées lors de cette journée scientifique, sous couvert de l'IRSF, de l'Institut Pasteur, de l'ISRA ou du SIGAS que vous dirigez, ont été réalisées à partir de plateformes bien sénégalaises. Et ça, c'est de bon augure pour la suite. Et puis, publiées dans les meilleures revues. Les scientifiques qui m'entendent, qui m'écoutent, savent que quand je parle de nature ou de science, c'est parce que c'est la crème des crèmes en matière de publication. Et ce sont des données générées par des Sénégalais, à partir du Sénégal, par des plateformes sénégalaises. Et c'est pourquoi je dis que nous sommes assez outillés. Et c'est la raison pour laquelle, si je vous dis aujourd'hui que, en tout cas, nous, quand on était beaucoup plus petits, même à une période récente, effectivement, on faisait le contrôle des médicaments. Il y avait des spécialistes qui le faisaient dans le cadre du PALI. Il y avait notre maître, professeur Gay et autres qui le faisaient. Mais à un niveau assez limité par rapport à une recrudescence réinfestation. Aujourd'hui, nous avons à travers ces plateformes tout ce qu'il nous faut depuis 4 ans pour qu'aujourd'hui, Chérif, si vous êtes souffrant du paludisme, ou que je suis souffrant du paludisme... On va parler du paludisme. Je vais y revenir. Nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'à l'étranger pour la confirmation
par rapport à l'origine. Mais le plus important, les médicaments que nous utilisons aujourd'hui au Sénégal, leur évaluation, leur suivi par rapport à l'effectivité et la tolérance repose sur des tests génétiques et la génomique. Aujourd'hui, je suis très heureux, avec toute humilité, de dire qu'aujourd'hui, au-delà de ma personne, les Sénégalais, notamment notre centre, mon centre, contrôle l'efficacité et valide les médicaments qui sont utilisés pour le Sénégal, mais également pour l'Afrique. On peut en dire autant pour les autres secteurs. Sur le plan diagnostique également, quand vous allez dans une structure sanitaire, en tout cas quand il y a une épidémie ou quelle que soit la pathologie, et que les Sénégalais que nous sommes vous disent quelle est l'origine causale de cette infection, il n'y a pas d'erreur. C'est la réalité. Les candidats vaccinés... Il n'y a pas de marge d'erreur, c'est carrément... Il y a toujours une marge de manœuvre de moins de 3%, de quelques pourcents. Mais parce que il y a toujours des pertes au niveau... quand un organisme évolue, il y a toujours quelques pertes. Bien sûr. Nous, en tant qu'humains, aujourd'hui, si je ne rentre pas dans ces détails, notre corps vieillit, notre corps évolue. Le système immunitaire change en fonction de l'âge. Il y a beaucoup d'éléments qui interfèrent, qui font aujourd'hui qu'il est difficile d'avoir une conformité absolue à 100%. On peut avoir 99,99, on peut avoir 95, mais ce qui est clair, c'est que l'effectivité repose sur des indicateurs clés technologiques qu'on appelle les city values, qui nous permettent de dire effectivement que en tout cas, l'analyse elle est performante, elle est efficace. Alors professeur, vous insistiez dans le communiqué final sur l'importance de toujours axer nos décisions sur les évidences scientifiques. Une perspective qui devrait permettre de mettre le Sénégal à l'abri, quelles que soient les pandémies, dites-vous, et pathologies. Expliquez-nous pourquoi ce raisonnement. Oui, parce que l'avantage de la génomique, il y a ce qu'on appelle permet de détecter les inconnus. Aujourd'hui, vous me donnez un organisme, quel que soit l'organisme. Vous ne le connaissez pas, je ne le connais pas. À partir de la génomique, je n'ai aucune information sur l'élément. Je peux vous dire de quoi il s'agit dans les 48 heures. Parce que ce sont des choses que nous connaissons. Nous avons une base de données des micro-organismes qui circulent, non seulement de tout ce qui est genre, famille, espèce, mais nous avons des bases de données génétiques sur les codes génétiques de la plupart des infections qui ont existé. Et il est facile donc de faire une corrélation génétique entre ce qui a existé et ce qui est récent. Donc, ce qui permet de dire aujourd'hui, est-ce que ce que nous venons de découvrir, si je ne le souhaite pas, demain il y a une pandémie qui arrive quelque part, on peut rapidement vous dire, est-ce que c'est une pandémie nouvelle, c'est une pandémie ancienne qui est revenue, ou bien une pandémie apparentée à quelque chose qui existait. Et cela en 48 heures? Même pas 48 heures parfois, aujourd'hui, plus, comme je dis avec le Matrater, aujourd'hui on peut aller très vite, dans les 24 heures on a les résultats. Donc c'est pourquoi je dis que ça nous permet de faire des choses beaucoup plus énormes. L'autre élément également, je l'ai dit, on l'a dit dans le communiqué, on ne s'est pas uniquement limité sur la science génétique pure. On a pu faire la collaboration avec la bioinformatique, les outils informatiques, la modélisation. Et ce cocktail-là est un cocktail extrêmement performant qui vous permet de vous dire de chercher ce qu'on appelle des fièvres inconnues, les causes de pathologies inconnues, qui permet de dire l'existant, qui permet de dire encore une fois, est-ce que les médicaments que nous voulons utiliser sont efficaces sur tel, parce que pour chaque médicament, nous connaissons le mécanisme d'action. Nous connaissons sur quel gène ou quel élément il va intervenir. Et en fonction de la modification génétique de ces médicaments, qu'est-ce que ça va interférer au micro, on peut vous dire effectivement que le médicament est efficace ou probablement il n'y ait pas de problème de résistance. La même chose sur le plan de diagnostic. On peut effectivement, connaissant pour chaque organisme, ciblant les codes génétiques des génies, avec la génomique, cet atelier, on peut identifier les éléments constants qui nous permettent également de dire de quoi il s'agit. Et même les vaccins que les gens ont développés, on ne peut pas aujourd'hui mettre en place des outils de vaccination extrêmement performants si les gens n'ont pas été aidés par la génomique. Parce qu'ils permettent d'avoir une avancée extrêmement importante sur la science. D'être un peu pointu dans les résultats. Et tout cela, comme vous dites, c'est un cocktail explosif, mais dans le bon sens. C'est dans le bon sens, parce qu'on en avait besoin. Surtout que chez nous, on nous disait tout le temps, quand on était plus jeune, on va à l'hôpital, on ne sait pas de quoi il s'agit. Absolument. Donc aujourd'hui, maintenant, le seul souci, c'est que ce ne sont pas des technologies, des outils disponibles partout à temps réel. Ça coûte très cher. Absolument. Mais également, ça demande une ressource des experts
et ces experts sont rares. Oui. Parce que malheureusement, la ressource humaine existe au Sénégal. Malheureusement, ça existe pour le moment. Mais pas en nombre suffisant. Et ce qui est dommage également, la plupart du temps, la plupart des chercheurs, et c'est là où également on était toujours les hommes d'État, les États, nous avons, les gens forment de bons spécialistes, les meilleurs experts en Afrique en matière de génomique. Une technologie rare, ils ne sont pas recrutés par le système. Et ces gens coûtent tellement cher à l'étranger que c'est par patriotisme qui reste. Et ce qui fait qu'ils vont à l'étranger. Ils vont à l'étranger. Vous ne verrez pas au Sénégal 50 spécialistes en génomique, vous ne verrez pas ça. Bon, parce que uniquement, c'est une discipline rare et qui est très bien payée à l'international. Ce ne sont pas des enfants qui sont payés à raison de 5 millions, 2 millions par mois. C'est des dizaines de millions par mois. Donc s'ils parviennent à avoir des structures qui les accueillent, ils ne resteront pas. Maintenant, c'est ça là où je disais, non seulement c'est pas fréquent partout, c'est cher. La maintenance de ces appareils coûte extrêmement cher. Et ça demande également un apprentissage, une collaboration continuelle. Parce que les avancées sont réelles. Et les avancées technologiques dans ce domaine, ça avance. Ça va très très vite. Ce qui était valable hier ne l'est plus aujourd'hui. Oui, un mot sur le paludisme, professeur Daouda Ndiaye. Notre pays, vous le savez, vise l'éradication à l'horizon 2030. Je rappelle que le SIGAS, votre centre, abrite d'ailleurs le Malaria Center, qui est spécialisé sur l'étude et la lutte contre le paludisme. Alors, l'horizon 2030, est-ce atteignable? Est-ce que nous sommes on the right way, comme on dit? Moi, je suis un scientifique. Aujourd'hui, bon, je veux que les gens soient optimistes. Oui. Parce qu'on est en 2024, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que, d'abord, par rapport à quoi? Si on veut l'élimination en 2030, ça veut dire qu'en 2027, il n'y ait plus de palud détectés au Sénégal comme une infection dans la contamination provient du Sénégal. Je dis bien en 2027. Oui. On est en 2024. 2027, c'est dans 3 ans. Dans 3 ans, c'est vrai que le Sénégal est en train de faire un excellent travail, parce que là également de féliciter tous les partenaires techniques qui surtout aident le Sénégal. Parce que là également, c'est là où également j'ai fait un appel toujours aux hommes, en tout cas aux gouvernants, qu'il est temps que l'Afrique prenne ses responsabilités. Par rapport à la souveraineté dont on parle, la souveraineté pharmaceutique, la souveraineté médicale, et surtout accès sur ces maladies vaccinales. Il y a eu la réunion. Quand je dis pharmaceutique, c'est vaccinal, la réunion de Gavi. Parce qu'aujourd'hui, les avancées sont là, parce que la plupart du temps, les financements proviennent de l'étranger. Tout à fait. Surtout de l'organisation mondiale, non pas de l'organisation mondiale, de l'USAID, du Fonds mondial avec les Américains. Ce sont les bailleurs de fonds. Aujourd'hui, il suffit que ces gens se retirent. Et le contrôle est biaisé parce que ça demande beaucoup de moyens. Les moustiquaires que les gens utilisent, ça coûte beaucoup d'argent. Les tests de diagnostic sur le palud, ça coûte très cher. Les médicaments, on n'en parle pas. Aller dans les pharmacies, demander un médicament anti-palud. Et aujourd'hui, la plupart des pays, en tout cas au Sénégal, on en a. Donc le contrôle est là. Malheureusement, pourquoi on tarde à aller vers l'élimination au Sénégal? Même si on me dira qu'il y a certains pays comme le Cap-Vert qui vient d'éliminer récemment. Et là également, pour dire que le Sénégal normalement est outillé, nous avons aidé. J'ai personnellement accompagné l'Algérie. J'ai personnellement accompagné le Cap-Vert. Pour qu'aujourd'hui qu'ils soient. Mais pourquoi on ne va pas y arriver? Je vais y revenir, c'est pourquoi j'y viens. Mais malheureusement chez nous, on n'a pas les coups de franche. Parce que les gens ne sont pas très regardants par rapport à ça. On se contente que du contrôle. L'élimination coûte beaucoup plus cher et demande beaucoup plus de stratégie. C'est un problème de moyens ou de vision stratégique? C'est l'ensemble. Parce que pour moi, vision stratégique rime avec moyens. Parce que la vision, elle est là. Aujourd'hui, on ne peut pas aider le Cap-Vert, on ne peut pas aider d'autres pays. J'ai été personnellement en Chine pour évaluer la Chine en pleine pandémie Covid-19 pour dire que est-ce que le système, est-ce que le palud, etc. pour certifier. Donc, si nous aidons les autres, c'est que nous avons une bonne vision stratégique, mais les moyens font défaut. Prenons le cas de la recherche ou d'autres secteurs aujourd'hui. Même s'il faut dire, il faut féliciter encore une fois l'État et ses partenaires qui font tout pour que le Sénégal et lambda qui est malade puissent avoir ce qu'il faut. Mais malheureusement, regardons le cadre de la recherche, qui est partout, les parents pauvres, et y compris au Sénégal. Il n'y a pratiquement pas de subventions. Les subventions que nous recevons par rapport à l'âge viennent des États-Unis, viennent de l'Europe. C'est parce que tant qu'on reposera sur ça, il sera effectivement difficile. Parce que certains ne le comprennent pas. Mais en termes de moyens, c'est difficile de rivaliser avec des fondations comme Bill et Melinda Gates. Je suis personnellement d'accord. Je suis d'accord. C'est des institutions avec lesquelles je travaille depuis 20 ans. Absolument. Premier conseiller africain à l'université de Harvard. Jusqu'à présent, j'ai ces fonctions-là qui me permettent de faire ces transferts technologiques. Parce que j'aurais aimé, moi, au-delà de ma personne ou de mon centre, que d'autres Sénégalais puissent avoir cette possibilité-là. Mais que tout repose sur des institutions identifiées
Et demain, qu'est-ce qui arrivera? Parce qu'en réalité, les partenaires connaissent certes les institutions, mais reconnaissent les hommes. Absolument. Et il te faut une signature pour qu'ils comprennent que la personne, non seulement elle sait ce qu'elle fait, mais elle a une convention avec eux. Et ça nous permet également d'aller vers une meilleure contrôle. Donc, il n'y aura pas de problème de vision, mais c'est un problème de moyens qui se pose. De moyens qui se posent. L'argent, le nerf de la guerre. Malheureusement. Alors, quelques questions d'actualité, professeur Daouda Ndiaye. Les autorités sanitaires ont alerté récemment sur des cas de Covid-19 détectés sur des pèlerins revenant du pèlerinage à la Mecque. Les autorités ont appelé à l'hygiénisme au retour de ces mesures barrières. D'autres professionnels de la santé, en revanche, ont été moins alarmistes, dédramatisant même la situation. Êtes-vous sur la même ligne? Qu'en pensez-vous? Bon, c'est vrai que les scientifiques, nous sommes un peu tordus dans la conception des choses. Nous ne voyons pas les choses comme les autres par rapport à ça, parce que nous prenons toujours du recul. Ce qu'il faut comprendre, la Covid, ou le Covid jusqu'à présent, moi j'ai ce problème. 19 est devenu une maladie endémique. Le virus qui circule partout. Partout, dans tous les pays. Parce que c'est pourquoi d'ailleurs les gens savent que c'est là. Donc une maladie respiratoire, comme aujourd'hui les maladies, qui très souvent sont à l'origine de pathologies très bénignes, pas mortelles, etc. Donc c'est normal, effectivement, comme ça se passe dans les grands pays de surveillance, en tout cas avec un bon programme de surveillance, qu'il y ait pèlerinage, parce qu'il y a affluence de personnes qui vont se rencontrer. Toutes les pandémies proviennent de ces regroupements de personnes, c'est normal. Donc quand les gens se rendent, c'est important effectivement qu'il y ait un dispositif mis en place de surveillance pour voir ce qui se passe. J'ai vu les rapports, effectivement, il s'agit de types qui existaient. Donc apparemment, d'après les rapports du ministère de la Santé, qui existent dans la base de données sénégalaise. Donc c'est les pathologies qui sont là, qui sont bénignes. Ça aurait été compliqué sur un autre ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, c'est ça? Bon, en matière de santé, aucune maladie n'est à prendre à la légère. À la légère. Parce que nous vivons avec tout ce qui est grippe, mais très souvent ça revient, c'est pas pour rien que les gens... C'est pour ça qu'on parle de grippe saisonnière. Ils se vaccinent par rapport à ça, et cette grippe-là, parce que rien n'est... Parce que tout dépend de l'immunité. Il y a des personnes pour lesquelles, même ce virus qui semble être béni, peut être mortel. C'est vrai. C'est pas pour rien qu'on parle de sujets immunodéficients. Nous n'avons pas le même système immunitaire. Donc il ne faut pas fragiliser ces individus en disant que ce n'est pas grave. Toute suspicion de pathologie peut être grave, mais il ne faut pas en réalité en arriver où on pense que c'est... Il ne faut pas surréagir. Surréagir. Par contre, c'est important. Moi, je pense que, je l'ai dit, je pense que à mes dernières émissions, même en fin de la pandémie, moi je pense que c'est vrai qu'on peut changer le terme de mesures barrières, mais l'hygiène des mains, l'hygiène de tout ce qu'il y a, pour moi ça doit rester... L'hygiénisme doit être constant. Parce que la plupart du temps, l'hygiène peut régler beaucoup de problèmes qui nous permettent de prévenir. Donc je dirais c'est normal, mais bon, heureusement... Bien au-delà de la Covid-19. Juste une question, vous mettez encore le masque, non? Dans mon laboratoire, oui. Et quand je voyage dans les avions, oui, parfois. Ce qui me... Dans les rassemblements, quand je suis à l'étranger, très souvent, parce qu'au-delà même du Covid-19, mais vous êtes quelque part, les gens éternuent, ils ont une petite grippe, mais ils vont contaminer. Donc on a besoin de mettre ça en routine. Jusqu'à présent, il y en a qui le mettent. Donc ce n'est que bénéfique. Vous sortez, il y a la poussière chez nous, en période hivernale, ou les asthmatiques par exemple, les plus sensibles, on les conseille toujours de mettre des masques. Et c'est un réflexe asiatique, mettre le masque. Parce que ils ont compris l'importance du masque et de ces mesures hygiéniques qui leur permettent de régler beaucoup de choses. Et c'est pourquoi, pour moi, oui, en routine, normalement, si quelqu'un met un masque, ben, écoute, il est... Surtout que parfois, certains qui sont grippés ou qui ont des pathologies respiratoires, qui sont des contaminants potentiels, doivent porter des masques à tout moment. Absolument. Autre question d'actualité, professeur Daouda Ndiaye, c'est le SAMES qui, en tout cas, qui annonce qui dans un communiqué, un agent économiste, vous le savez, a été nommé à la tête d'une division technique de lutte contre le sida, ce qui constitue pour le bureau exécutif national du SAMES une insulte grave à la communauté scientifique dont vous faites partie. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une insulte grave? Bon, moi, dans ma vie, je pense toujours à la bonne volonté de la personne jusqu'à voir autre chose. Quelqu'un peut se tromper de bonne foi.
Parce que je ne pense pas, et c'est l'occasion de féliciter le professeur Ndour, qui est un expert indépendant. Quand je parle, nous sommes des experts indépendants, nous sommes des universitaires. Quand je parle indépendant, nous sommes là pour le pays et pour les pays. Oui. Donc les fonctions que nous utilisons, ce ne sont que des fonctions patriotiques. Bien sûr. Si c'était pour l'argent, un professeur Ndour aura quitté le Sénégal. Si c'était pour des privilèges, il aura quitté le Sénégal. Pareil pour moi, pareil pour une autre personne. Donc pour moi, une personne comme celle-là, qui est un professeur émérite des universités, un officier supérieur de l'armée, qui a fait beaucoup de choses dans la lutte contre les maladies infectieuses, y compris la Covid-19, qui a été au front pendant la Covid-19. D'accord, on peut comprendre que pour des raisons X ou Y, on peut changer quelqu'un. Mais je ne pense pas que le ministre de la Santé veuille échouer. Parce que si on change des personnes comme professeur Ndour, avec tout ce qu'il a fait et ce qu'il connaît de la maladie, parce qu'il y a des directions qui sont des directions techniques, on ne le donne pas à des administrateurs. Je n'ai rien contre, au contraire, moi j'adore bien les économistes de la santé, ils nous aident beaucoup, j'en ai de beaux amis, il y a Medoun du PNLP qui fait un excellent travail, et entre autres. Mais tu rends à César ce qui appartient à César. C'est pas parce que les autres ne peuvent pas le faire. S'il n'y avait pas un professeur ou quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Mais le Sénégal est reconnu et respecté de par, je le disais tout à l'heure, ses ressources humaines. Non seulement parce qu'ils ont de l'expérience, quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, on ne peut qu'en tirer profil. Moi, j'aurais compris qu'un professeur dit que je veux partir. On devrait le supplier de rester, comme tant d'autres experts qui sont là. Mais qu'on en arrive à ce que d'autres revendiquent qu'on le laisse. Il y a eu vice forme. Je pense c'est pourquoi je dis, on peut se tromper. Je ne sais pas qui, probablement le ministre ou ses conseillers, peuvent se tromper de bonne foi. Parce que je ne pense pas... Mais pour vous, son départ est une erreur? Si ce qui a été écrit est ça, c'est une erreur. Ça, il ne faut pas marcher sur les mots. Pour moi, si c'est un départ qui a été provoqué, en tout cas indépendamment de sa volonté, pour une chose non connue, pour des choses autres que la profession, c'est une erreur. Pour moi, encore une fois, un chef, un leader peut se tromper de bonne foi et revenir sur sa décision. Surtout que je ne pense pas que quelqu'un comme professeur Ndour, on pourrait en tout cas lui dire « Ah, on m'a nommé ici. Donc, non, parce que on lui doit ça. On lui doit des honneurs. Chérif, des personnes que nous n'avons aucun privilège dans ce pays. Nous nous contentons du minimum que nous avons et de ce que nous gagnons de l'étranger. On ne demande pas de privilèges, on ne demande pas de considération, on ne demande pas de convoi sécurisé comme tout le monde. On pouvait le demander parce que les gens sont importants. Mais si les gens travaillent, rasent les murs, il ne faudrait pas aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui sa famille, d'autres comprendront qu'on l'a limogé. Vous le prenez comme une humiliation, si je comprends bien. Pour l'humiliation, c'est très dur parce que lui, je suis sûr qu'au contraire, ça ne le gênerait pas. Parce qu'il va se dire, tant mieux. Il se frotte les mains et on ne serait pas surpris. Si c'est le cas et qu'il quitte le pays, le Sénégal aura tort. Donc c'est pourquoi, pour moi, c'est des personnes qu'on doit tout faire pour les sécuriser, pour que d'autres comme lui continuent de se battre, pour dire que le Sénégal le mérite parce que nos autorités nous donneront ce que nous l'estime que nous. Mais si on le fait, on laisse comme ça, ne soyez pas surpris. D'autres peuvent quitter ce pays-là pour dire que ça ne vaut pas la peine. Et mieux encore, vous savez comment fonctionnent les institutions internationales? J'ai la chance de siéger la plupart du temps à l'Organisation mondiale de la santé, à l'USAID, je travaille avec les fondations GIS. Au moins, je travaille avec la plupart des associations internationales. Les partenaires qui sont là, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement il y a le pays, il y a l'institution, mais quelle est la personne qui dirige? Parce qu'il y a des rencontres où c'est le patron qui parle. Et tu es entouré, certes, de personnes, mais tu as devant toi les meilleurs experts du monde. Si tu n'as pas une expérience de la maladie, parce qu'il ne suffit pas seulement de connaître la santé, mais il faut être un expert aguerri de la maladie. Parce qu'il y aura des questions techniques qui vont être posées sur tout ce qui concerne la problématique, sur le virus, sur la transmissibilité, sur les manifestations cliniques, qui font qu'il faut un spécialiste aguerri pour répondre à ces questions et pour faire comprendre aux parties, pour défendre le Sénégal. Mais si l'on se réfère, excusez-moi de vous interrompre, si on se réfère au communiqué du SAMES, ce n'est pas une affaire personnelle, hein. C'est plus le fait d'avoir nommé un économiste à la tête de cette division que le SAMES considère comme une insulte à la communauté scientifique. Oui, parce que c'est
il y a des départements... C'est pas une affaire de personne. Vous parlez du professeur Ndour. Oui, mais je veux dire, mais bon... Qui a peut-être beaucoup de mérite, comme il y a d'autres Sénégalais qui veulent aussi venir participer à l'affaire nationale. C'est pourquoi je l'ai dit. Oui. On doit bénéficier de ces personnes. Ils ont de l'expérience et de l'expertise. Oui. Personne n'est indispensable. Oui. Ça, il faudra qu'on le comprenne. Mais je ne peux pas avoir un professionnel à côté et ne pas l'utiliser. C'est une perte pour le Sénégal. Pourquoi vouloir faire perdre au Sénégal ces priorités-là? Parce que je suis sûr que même la personne qui doit venir et faire ce boulot-là va forcément vouloir demander le conseil du professeur Ndour et travailler ici au Sénégal. Donc, ce n'est pas une question de personne, mais il y a des questions techniques, il y a des positions techniques sur lesquelles il ne faut pas badiner. Des maladies comme le sida, le paludisme, la tuberculose, c'est des pathologies gardées par les conventions internationales, sécurisées, qui aujourd'hui, la plupart, j'ai été contacté par des partenaires qui vous disent est-ce que les responsables vont rester, etc. Parce que on peut s'inquiéter parfois, parce que le Sénégal a tellement fait de travail que, je termine, sur les maladies telles que le virus, telles que le sida, il y a les professeurs, il y a beaucoup d'autres, il y a plein de personnes qui sont impliquées, mais comme je dis, le fait que le SAMES sent comme une humiliation, ne serait-ce que pour ça, on devait reculer. A priori, le ministre sait de quoi il parle quand même. Lui-même, Ibrahim Assi, est un expert de l'OMS. Je le connais bien, c'est un ami d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai dit... Il n'a pas parachuté comme ça à quelqu'un. Non du tout, sans mais réfléchir. Par contre, on a la possibilité d'avoir une... Je vous dis, nous connaissons comment fonctionne le monde. Je vous dis, Chérif, le Sénégal a eu beaucoup de retard dans le contrôle de ces pathologies-là. C'est parce qu'il y a des hommes qui ont été devant. Encore une fois, je n'ai rien contre les économistes de la santé. Ils doivent pouvoir jouer un rôle. Si aujourd'hui il n'y avait pas un professeur Ndour, quelqu'un serait là-bas. Si avec aujourd'hui il peut y avoir... Pour moi, l'essentiel, on profite de la crème de cette richesse sénégalaise pour faire avancer les choses et non pas pouvoir... Parce qu'il est là, il peut toujours travailler avec lui, mais qu'on progresse. Et puis surtout, comme ça fait polémique. On a compris. Il faut laisser tomber. Alors, le nouveau régime, donc on va parler de la barre symbolique des 100 jours du nouveau régime. Quelle est votre appréciation globale, si on élargit un tout petit peu et parler peut-être d'autres questions qui ne sont pas d'abord, en tout cas, moi, je dis que... Rappelons que vous étiez candidat à la présidentielle, c'est important. J'ai en face de moi un cas opposant, opposé. Donc, mais moi, vous êtes dans l'opposition aujourd'hui. Oui, si on peut le dire ainsi, parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Quand on n'est pas dans le pouvoir, on est dans l'opposition. Ça, quand même, il ne faut pas... Mais quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Mais c'est ça. Mais par contre, quelle façon de s'opposer? Vous ne me verrez pas, moi, être dans un débat de bas niveau. Très bien. Ce n'est pas possible. Mon rôle sera une opposition constructive, comme je viens de dire, ce cas précis, et comme d'autres cas, proposer des solutions par rapport à mon expérience et de ce que je comprends de la vie et du monde en général. Alors, quelle est votre appréciation globale? C'est pourquoi je dis, il y a eu du bon. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va rejeter des choses importantes. Quelqu'un me dit, on a réduit les denrées, ce n'est pas important, c'est peu. Non, il y a une femme, une dame, qui cherche le bénéfice de 5 francs, 10 francs par jour. Il ne faut pas dire que c'est minime. À l'échelle macro, on peut ne pas le sentir. Mais il y a le Sénégal et lambda qui court derrière 25 francs de plus, etc. Donc, c'est un élément positif. Maintenant, il faut aller plus loin que ça. Il faut s'élargir parce qu'aujourd'hui, la vie ne se résume pas uniquement au pain, au riz, à l'huile. Il y a l'électricité. C'est plus qu'important pour les Diobiens que vous êtes. Mais il y a le courant, il y a l'électricité, il y a les carburants, il y a autres. Donc, il y a les loyers, il y a tout ça qui joue. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on attend le gouvernement. C'est-à-dire que concrètement, après 3 mois, surtout que moi, j'ai donné ça comme un exemple. Bon, je ne vais pas entrer dans d'autres considérations parce que pour moi, c'est très tôt. Mais je ne peux pas ne pas dire que pour moi, ce qui est le plus important aujourd'hui, qu'on connaisse la vision du gouvernement actuel. Il est difficile. Vous me demandez quelle est la vision actuelle du gouvernement aujourd'hui en matière de santé, en matière d'enseignement supérieur. C'est vrai que 100 jours, c'est la base, c'est la ligne. D'ailleurs, ce qui fait que très souvent, moi, j'étais surpris quand les gens disaient que où sont les autres, ils ne viennent pas pour s'opposer. Mais vous n'avez pas vu la vision, le Djubel-Djubanti? C'est de l'enfumage. C'est des slogans pour le moment. Jusqu'à présent, c'est des slogans. Je veux voir concrètement une vision écrite claire, comme me dit. Et c'est pourquoi ce serait important que rapidement, tout ce qui est histoire entre l'exécutif et le législatif, qu'on est dans le politique. La question de la déclaration de politique générale. On veut comprendre où va le Sénégal, qu'on puisse alerter. Parce qu'on veut éviter que les gens travaillent dans le flou, dans le noir, et arriver à un point
On cogne le mur, on dit parce qu'il faut pouvoir communiquer avec le peuple. Moi, je suis un citoyen normal. Je dois pouvoir savoir où va mon pays. Oui. On pose des questions de santé aujourd'hui. Je dois pouvoir savoir où le Sénégal va. Je ne le sais pas. Oui. Dans les questions de recherche, je ne sais pas. Surtout qu'il y a des problématiques qui sont réelles. J'ai en profite pour saluer mon frère, le docteur Abdourahmane Diouf. Oui. Le ministre. Oui. Nous avons aujourd'hui, c'est des exemples que si on discute avec les spécialistes, oui. on sent est-ce qu'on est sur la bonne direction ou pas. Mais tant qu'on ne sait pas... Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, personnellement, c'est pas parce que je suis ancien candidat, mais j'occupe des fonctions au niveau national comme international. Je ne peux ne pas comprendre ce qui se passe dans la santé parce que je dois défendre le Sénégal. Je dois défendre le Sénégal à l'effet dans le doute. Mais si on me demande le Sénégal où on va, je vois des constats d'évaluation pour le moment. Je dois voir aujourd'hui les enseignants. Depuis 2012, Chérif, le Sénégal, dans mon département, on n'a pas recruté d'assistants. Est-ce que vous savez que dans mon département, à la fac de médecine, comme dans d'autres départements, et même à l'université et d'ailleurs, les assistants ne sont pratiquement recrutés. On va arriver à un moment où, parce qu'ils peuvent ne pas le comprendre, c'est pourquoi moi je parle de mon opposition constructive. Oui. Si on ne recrute pas des enseignants, d'ici 10 ans, en tout cas le domaine que je connais qui est la médecine, on risque d'avoir des médecins théoriciens. Parce que ceux qui doivent les former sur le plan pratique, à l'hôpital, dans la clinique, ne sont pas là, parce qu'ils ont été assistants. Depuis 10 ans, ils ont eu le temps de progresser, de devenir des professeurs. Un professeur, son rôle, c'est l'enseignement, la plupart du temps. Les assistants jouent ce rôle, et surtout qu'on n'est pas nombreux. Donc le recrutement, en matière de santé également, je veux avoir des choses concrètes aujourd'hui. Mais pour vous, pour l'instant, il n'y a que des slogans. Il y a des actions concrètes. Je parlais du problème de riz, sur lequel je peux mettre la main. L'histoire des déguerpissements, je l'ai vu, qui est une chose extrêmement positive. Dans le fond, mais dans la forme, ça a été biaisé. Il y a eu une cacophonie. Ça a été biaisé. Et là, si les gens avaient pris le temps de donner la vision. Juste un mot sur justement la vision. La déclaration de politique générale, c'est aujourd'hui ce qui alimente les débats. Et puis avec ce règlement intérieur à l'Assemblée nationale qui serait donc en tout cas qui serait caduque. Qu'est-ce que vous dites, vous? Quelle est votre proposition? Vous demandez au Premier ministre d'aller à l'Assemblée nationale? Mais c'est dans son intérêt. Parce que c'est lui qui perd dans cette histoire-là. Il doit dire ce qu'il veut faire. Des personnes comme vous et autres disent « nous ne sommes pas d'accord, il faut corriger ». Plus il perd du temps, plus il n'aura pas assez de temps pour un bon programme de mise en œuvre et de suivi et évaluation. Tu sais, Chérif, dans la vie, en matière de mise en œuvre, il faut un plan de suivi et évaluation. Un plan de suivi et évaluation prend du temps. Ça nécessite des éléments d'évaluation. Et le facteur le plus important, c'est le timing. C'est la préparation, c'est l'approche. Si les gens qui vous déroulez, et surtout quand les erreurs sont commises au départ, il sera très difficile de les rattraper. Donc avec un bon plan de politique de déclaration générale, on pourra lui dire non, il faut rectifier. Et ça, c'est maintenant, si on le fait, les gens les laissent quelque part dans la cacophonie, etc. C'est lui qui perd. C'est pourquoi je lui demande, moi, quels que soient les aléas, de s'arranger pour faire ces déclarations de politique générale dans les conditions requises recommandées par la loi, par nos institutions, pour les respecter. Pour qu'au finish... Sauf que le règlement intérieur est problématique. Mais c'est eux qui ont créé ça. Parce que moi, je dis que... C'est pourquoi je dis, dépassons ce débat-là. Pour moi, le Sénégal est plus important. On ne peut pas être dans un pays où tout est urgent, que les gens s'attardent sur des choses qu'on peut régler. Ils savent comment régler ça. Entre l'exécutif et le législatif, ils doivent s'accorder, trouver une solution pour que le Sénégal et lambda... Nous, on ne les a pas mis là-bas, ou bien aussi bien à l'Assemblée qu'au pouvoir, pour qu'ils soient ça dans ces détails-là. Donc il doit faire sa déclaration à l'hémicycle et non pas faire une déclaration populaire. Je ne pense pas qu'un Premier ministre qui veut respecter son pays, qui est un pays, regardez, qui est aujourd'hui un pays respecté par le monde, avec récemment ce qui s'est passé avec les élections, où le pays est un pays phare en matière de démocratie, un pays leader en termes de tout ce qui est, en tout cas, gestion du pouvoir. Que lui, il accepte que quelqu'un qui est là-bas, surtout que la plupart revendiquent le panafricanisme, que disent que le Sénégal, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas la règle. Donc pour moi, encore une fois, ce qu'il le conseille, et je l'interpelle lui, d'aller faire sa déclaration de politique générale dans son intérêt, parce que c'est lui qui perd. Oui, donc vite une DPG. Et d'autant plus qu'en politique, la gestion du temps est une condition de réussite. Maintenant, l'opposition est dans son rôle. Absolument. Il faut dire que l'opposition est dans son rôle. Tout ce que l'opposition, en tout cas, c'est ce qu'il faisait. L'opposition ne va pas faciliter le travail. Bien sûr. Tout ce qu'il peut faire pour le faire échouer. L'opposition s'oppose comme vous êtes en train de le faire. Voilà. Merci beaucoup. Et chaque Sénégalais également est censé être
un homme d'État, en tout cas un homme de pouvoir, mais également un opposant. Merci beaucoup, professeur Daouda Ndiaye. C'est moi, Chérif, qui vous remercie. C'était un immense plaisir de vous recevoir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.